Sabah al-Khair, good morning, bonjour. Deux points avant de faire notre présentation. Le premier point concerne que nous sommes très heureux de faire partie de cet atelier de réflexion pour rappeler les contextes, les aspects normatifs et conceptuels de la norme IFRS 9 et voir le degré d'application de cette norme-là qui traite les instruments financiers sur le modèle économique des sociétés de garantie. Le deuxième point, c'est que nous sommes désolés pour nos amis, nos invités anglophones, qu'on a fait notre présentation en langue française. Donc voilà. Notre présentation ce matin sur IFRS 9, elle est composée de trois parties. La première partie va concerner le traitement de la classification et des règles de mesure des instruments financiers tels que prévus par IFRS 9. Et la deuxième partie, elle concerne présentation des règles de dépréciation qui sera présentée par mon associé Ibrahima. Et la troisième partie, elle concerne, selon notre retour d'expérience, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir un projet d'implémentation de la norme IFRS 9. Donc, pourquoi le référentiel comptable IFRS 9 s'impose progressivement au niveau mondial comme le référentiel commun à tous? Aujourd'hui, les normes IFRS sont appliquées dans plus que 150 pays dans le monde, plus que 150 places financières. On admet que le référentiel IFRS, c'est le langage comptable le mieux placé pour répondre aux besoins d'information des utilisateurs des états financiers, notamment les investisseurs. Donc, avec la mondialisation de l'économie et sa financiarisation, aujourd'hui, le référentiel IFRS, c'est un référentiel qui répond aux besoins des utilisateurs et des investisseurs en général. Également, c'est un référentiel qui est orienté vers la réalité économique, qui est orienté vers la substance des opérations. Contrairement aux référentiels comptables local, généralement, il y a la composante propriété, la composante juridique, la composante fiscale, elle est très présente pour comptabiliser les actifs et les passifs, les produits et les charges. Avec le référentiel IFRS, c'est un référentiel qui se base sur la réalité économique et non pas sur la propriété ou la prééminence juridique. Donc, il y a une prééminence du fonds économique sur la forme. L'exemple le plus touchant, c'est la comptabilisation des contrats de location avec IFRS 16. Donc, on a des actifs qui ne sont pas la propriété des institutions et malgré ça, on comptabilise ces contrats-là comme étant des actifs. Donc, on se base sur la prééminence du fonds par rapport à l'apparence juridique. Également, c'est un référentiel qui est très exigeant en termes de communication financière afin de répondre aux besoins d'information des utilisateurs des états financiers et notamment pour les instruments financiers. Donc, pour les instruments financiers, c'est le référentiel IFRS 9 et IFRS 7. Elles sont très exigeantes en termes d'informations à fournir au niveau de notre état financier afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de prendre des décisions éclairées et favoriser ainsi la transparence financière. Également, c'est un référentiel qui permet une meilleure appréhension et une anticipation de risques. Et ça, on le voit clairement avec la norme IFRS 9. Ou avec IFRS 9, vous allez le voir tout à l'heure avec Ibrahima, on a passé d'un modèle de perte avérée à un modèle de perte attendue, où il faut inclure d'autres facteurs macroéconomiques essentiellement pour anticiper les risques. Je rappelle également que IFRS 9, c'est un référentiel qui est post-crise de subprime. Donc c'est une nouvelle norme qui a été approuvée, qui a été publiée post la crise du subprime. Donc, on a soulevé les problématiques potentiellement de la norme IS 39. On a trouvé d'autres solutions au niveau de ce nouveau référentiel. Également, avec le référentiel IFRS, on favorise la cohérence et la synergie entre le reporting financier et le reporting prudentiel. Là, on va le voir certainement pour la partie IFRS 9, où on va utiliser des paramètres. Ce n'est pas les mêmes paramètres, mais on va utiliser des paramètres prudentiels, des paramètres balois pour faire un provisionnement comptable.
Donc, IFRS 9, il y a deux principaux sujets, deux principales évolutions de cette norme-là par rapport à la norme IS 39. Donc, le premier changement, c'est qu'on a simplifié les règles de classification et les règles d'évaluation des instruments financiers. Sous IS 39, on avait 4 actifs financiers. Avec IFRS 9, on a uniquement 3 actifs financiers. Vous allez également constater que les règles de classement de ces actifs financiers ont été changées d'une façon très significative par rapport, et même la philosophie qui a été retenue par IS 39 s'est complètement changée avec IFRS 9. Le deuxième point, c'est la modernisation du processus de provisionnement. Donc là, on a passé d'un modèle de perte avérée, c'est-à-dire la perte, elle est là, vers un modèle qui va anticiper les pertes futures et lutter contre le principe de too little too late, c'est-à-dire le provisionnement d'une façon tardive le jour de la perte avec un niveau de provisionnement qui ne permet pas de couvrir suffisamment les risques. La troisième partie qui est toujours en débat, c'est la partie qui traite les instruments de couverture et la comptabilisation des instruments de couverture. Donc, il y a un update ou une nouvelle norme qui va traiter les instruments de couverture. C'est attendu, fin 2024, peut-être il y aura la publication de cette norme-là, où on va trouver des questions sur le traitement de la macro-couverture qui concerne essentiellement les banques. Donc voilà les 3 sujets majeurs qui ont touché la norme IFRS 9. Le sujet de la classification, on va en parler, et le sujet de la dépréciation et des nouvelles règles de provisionnement avec ce référentiel-là. Donc la norme IFRS 9, elle est applicable pour tout type d'instruments financiers. Donc voilà un tableau qui récapitule un petit peu les différents instruments financiers qui se trouvent au niveau du bilan et quel est le périmètre de l'application par rapport aux règles de classement, par rapport aux règles de la dépréciation et quels sont les instruments financiers mais qui sont hors champ de l'application de la norme IFRS 9. Et très clairement, les engagements de garantie, ce sont des instruments financiers que selon IFRS 9 devraient être traités par les règles de classement et les règles de provisionnement telles que prévues par IFRS 9. Donc voilà, on trouve les instruments de capitaux, on trouve les instruments de dette émis ou détenus, on trouve les dérivés, les engagements hors bilan ou les engagements de financement de garantie, les créances en clientèle et les dettes fournisseurs. Tous ces types d'instruments financiers, que ce soit actifs, que ce soit passifs, sont dans le champ du périmètre d'application de la norme IFRS 9, que ce soit pour la partie classification que pour la partie impairment ou dépréciation. Un petit focus sur le traitement des actions détenues. La norme IFRS 9, c'est une norme qui est applicable sur les états financiers consolidés. Donc cette norme-là, pour la partie instruments financiers sous forme des actions, sont applicables pour les actions pour lesquelles on n'a pas un contrôle, c'est-à-dire avec une présomption de détention de capital inférieure à 20%. Là, on va appliquer IFRS 9. Mais pour des détentions au-delà du pourcentage de 20%, si on a une influence notable en contrôle conjoint, on va appliquer les normes IS 28 et IFRS 11 qui sont les normes IFRS qui traitent la consolidation des états financiers. Et si on a un contrôle, on va appliquer la norme IFRS 10. C'est-à-dire que IFRS 9, c'est une norme qui doit s'appliquer sur les états financiers consolidés. Les règles de classification, donc tout d'abord, la norme IFRS 9, ce n'est pas uniquement un changement comptable. Ça, c'est un premier constat. Nous, on a commencé en Tunisie de travailler, Mazars, on travaille avec la Banque centrale sur un projet de 3 ans sur l'implémentation de référentiels IFRS, notamment le référentiel IFRS 9 dans le secteur bancaire tunisien. Également, on a travaillé avec l'autorité de contrôle de la microfinance pour faire une étude d'impact sur l'implémentation de la norme IFRS 9 dans le secteur de la microfinance, quels seront les éventuels impacts de l'application de cette norme. Donc IFRS 9, ce n'est pas uniquement un changement comptable, mais c'est un changement qui est structurant, qui impacte plusieurs volets au sein de l'institution. Le premier, bien évidemment, sont des impacts financiers, étant donné qu'on va changer les règles de provisionnement. Deuxièmement, c'est un impact organisationnel en termes de gouvernance, en termes d'intervenants, en termes d'interaction entre les équipes finances, les équipes risques, en termes d'adaptation des systèmes d'information
en termes également de la collecte des données. Et là, je pense aujourd'hui que les systèmes d'information, la disponibilité de la data, ce sont des enjeux majeurs des institutions pour appliquer la norme IFRS 9. Vous allez le voir parce que pour modéliser les différents paramètres de calcul, on aura besoin de l'information, on aura besoin de la data pour pouvoir faire ces règles-là. Également des impacts prudentiels, notamment pour les institutions qui sont sous l'égide des banques centrales, où il y a des règles prudentielles qu'il faut les respecter, notamment les ratios de solvabilité. Également, la norme, elle présente des challenges en termes de traitement comptable. La norme IFRS 9, c'est un texte qui est objet d'interprétation, bien évidemment. Donc, on donne les principes et c'est aux préparateurs des états financiers d'appliquer, d'adapter ces principes-là par rapport au modèle économique de l'institution. Donc, IFRS 9, elle est applicable pour tout type d'instrument financier, quel que soit, elle est détenue par une société industrielle, elle est détenue par une banque, elle est détenue par une société de garantie, par une assurance, c'est le même principe. Mais c'est les préparateurs, les professionnels, le marché en général, on va adapter ces principes-là, ces règles-là, pour une meilleure application de ces principes compte tenu du modèle économique. Également, c'est une coordination entre les directions, et chaque fois, on échange avec nos clients pour leur dire que IFRS 9 ou l'IFRS en général, ce n'est pas un sujet uniquement de la comptabilité. C'est un sujet qui concerne plusieurs intervenants, notamment la partie risque. Une grande partie de l'application IFRS 9 elle doit être effectuée en coordination avec les équipes risques, bien évidemment, avec les équipes IT, bien évidemment, pour la collecte des données et pour l'adaptation des systèmes d'information avec les nouvelles règles. Un challenge ou un enjeu majeur du l'IFRS, notamment IFRS 9, c'est la disponibilité des données. Et là, dans la dernière slide, lorsqu'on va présenter les facteurs clés de succès pour implémenter IFRS 9 dans une société de garantie, un des enjeux majeurs, c'est la disponibilité des données ou la disponibilité des informations, voir dans quelle mesure vous pouvez adapter vos reportings de communication d'informations avec vos partenaires pour effectivement trouver l'information nécessaire pour faire les différentes modélisations des différents calculs. Également, l'ampleur du projet d'implémentation. Bien évidemment, c'est les fourchettes budgétaires, c'est applicable notamment pour les sociétés bancaires, étant donné qu'on a une certaine expérience par rapport à ça. Donc, la première partie concerne la classification et l'évaluation. Avec la norme, l'ancienne norme IS 39, on classait les instruments financiers en fonction de la règle de la capacité de détention. C'est-à-dire que classer un instrument financier, soit en portefeuille investissement, soit en portefeuille transaction, soit en portefeuille placement, en fonction de quoi? En fonction de l'intention de détention de cet instrument-là. Donc, cette règle de comptabilisation, de présentation, c'est une règle qui n'est pas pragmatique, qui peut changer à tout moment. Donc, on ne peut pas la justifier. Et c'était l'un des changements majeurs par rapport à IS 39, de voir d'autres règles de classification de ces instruments financiers. Donc, en IFRS 9, pour classer un instrument financier de dette, on a deux filtres. Le premier filtre, il concerne la nature des flux de trésorerie ou la nature des cash flows attendus du contrat de l'instrument financier, c'est-à-dire on a acheté un bon de trésor, on a donné un crédit, on a donné un engagement de garantie. Quelle sera la nature des flux, des cash flows attendus par rapport à cet instrument financier? Si l'instrument financier est un instrument basique, c'est-à-dire on attend un remboursement d'une partie du principal plus un intérêt, là on va dire que le SPPA il est justifié. C'est le premier filtre. Donc la classification va se baser sur deux filtres. Le premier, c'est la nature de flux contractuel de l'instrument financier. Il faut faire des analyses par rapport à la nature de ces flux de trésorerie. Le deuxième filtre, c'est par rapport au modèle de gestion ou au modèle économique attendu de l'acquisition ou de l'investissement dans ces instruments financiers. Donc, on sort d'une règle qui n'est pas justifiable, notamment l'intention de détention, vers des filtres opérationnels, vers des filtres qui sont observables.
pour pouvoir classer les instruments financiers. Et la classification des instruments financiers, c'est un élément fondamental parce qu'il impacte directement les règles d'évaluation. Si on fait des erreurs dans la classification d'instruments financiers, systématiquement, on va faire des erreurs pour les règles, pour les méthodes d'évaluation. Tout à l'heure, on va présenter le CL, mais le CL n'est pas appliqué pour tout type d'instruments financiers. Le CL va concerner une partie d'instruments financiers actifs. Et donc, là, une vigilance particulière à mettre en place pour effectivement s'assurer des règles et des filtres prévus par la norme pour faire la classification de ces instruments financiers. Donc, le premier filtre, on a dit, c'est par rapport au flux contractuel. On va analyser, donc, on va analyser et justifier que le rendement attendu de cet instrument financier, c'est un rendement basique. Un rendement basique, c'est-à-dire, il est basé sur la rémunération du temps. Il rémunère le risque de crédit. Ça, c'est un rendement basique d'un instrument financier. C'est-à-dire, le rendement attendu n'est pas tributaire d'un autre événement du marché, par exemple, qu'on ne peut pas le maîtriser pour assurer ce rendement de l'instrument financier. Si le SPPI est justifié, c'est-à-dire l'instrument financier est basique, on va passer au deuxième filtre. Le deuxième filtre, c'est l'analyse du modèle de gestion. Et comme vous allez le constater, ces deux filtres sont deux filtres qu'on observe, qui sont observables, qu'on peut les auditer, qui sont auditables et qui ne peuvent pas changer facilement. Donc on ne peut pas changer un modèle de gestion d'une société au jour au lendemain. Par contre, on peut changer les règles d'intention. On peut les changer. Et si on change des règles d'intention, les méthodes elles vont changer. Et c'est la raison pour laquelle IFRS 9 a changé ces règles ou ces filtres pour la classification des instruments financiers pour limiter l'échange entre les différentes catégories de présentation des instruments financiers. Donc la norme elle a prévu trois types de modèles de gestion. Un premier type qui concerne les modèles collecte de flux contractuels ou HTC, c'est-à-dire Held to Collect, c'est-à-dire l'instrument financier lorsqu'il est créé ou lorsqu'il est acquis, il reste au bilan jusqu'à sa maturité, jusqu'à sa réalisation. Le deuxième modèle, il concerne la collecte des flux contractuels et de vente, c'est-à-dire un modèle HTCS, c'est Held to Collect and Sale. Donc, c'est un modèle qui est hybride. On a des instruments financiers qui restent dans le bilan de l'institution, mais s'il y a des bonnes conditions du marché, on peut décomptabiliser, on peut réaliser des ventes de ces instruments financiers. Donc, il y a une partie, ces instruments financiers, en partie, sont sensibles au risque du marché. C'est la raison pour laquelle on va transiter d'un modèle d'évaluation de coûts amortis vers un modèle d'évaluation de juste valeur OCI. Fair Value OCI, c'est le Other Comprehensive Income, qui sont une rubrique des capitaux propres. Et le troisième modèle de gestion, c'est un modèle de gestion de transaction, de négociation, c'est-à-dire l'évaluation des instruments financiers actifs, des actifs plus ou moins valus, ils vont transiter par le compte de résultat. C'est-à-dire, dans ces cas-là, les instruments financiers sont très sensibles par rapport à la valeur du marché. C'est la raison pour laquelle la méthode d'évaluation de ces instruments financiers sera la bonne méthode, sera la juste valeur en contrepartie, plus ou moins value de réévaluation à comptabiliser au niveau de l'état de résultat. Ça, tout ce modèle, il concerne les instruments financiers de dette. C'est-à-dire les instruments financiers de dette, on doit faire un premier filtre pour la classification. On doit faire deux filtres. Le premier, c'est par rapport à la nature du flux de trésorerie attendu de cet instrument financier de dette. Un instrument financier de dette, ça pourrait être un crédit, un placement à terme, des titres de portage, des engagements de garantie. Donc tout ça, ce sont des engagements financiers de dette. Donc, le premier filtre, c'est par rapport à la nature du flux contractuel. On a dit que SPPI est justifié, c'est-à-dire les flux de trésorerie attendus sont basiques. C'est un remboursement du principal plus un remboursement d'intérêt. Et le remboursement d'intérêt, la composition de ces intérêts-là, elle couvre le risque du crédit et le passage de temps. On n'a pas d'autres éléments pour justifier la rémunération attendue de ces instruments financiers.
Si SPPA justifié, on va passer pour le deuxième filtre. Si le SPPA n'est pas justifié, on n'a pas besoin d'aller pour analyser le modèle de gestion. Donc on va directement transiter vers un modèle d'évaluation basé sur la juste valeur. Le modèle de gestion, donc bien sûr la norme elle a prévu plusieurs règles pour identifier dans quel modèle de gestion l'instrument financier est affecté en fonction de la communication et les reporting de performance, en fonction de la réalisation des ventes sur les 5 dernières années, par exemple, pour dire que nous sommes soit dans le modèle HTC, soit dans le modèle HTCS, soit dans le modèle autre ou le modèle de négociation. Si l'instrument financier il est basique, donc SPPA justifié, et il est dans le modèle HTCS. Là, l'évaluation de cet instrument financier elle est faite au coût amorti. Donc, le coût amorti, c'est la même définition de la norme l'ES 39, c'est-à-dire les flux futurs attendus de cet instrument qui sont actualisés avec le taux d'intérêt effectif, avec le TE. Si le SPPA est justifié, mais nous sommes dans un modèle, le HTCS, donc on va utiliser un autre référentiel d'évaluation. On va passer de référentiel d'évaluation de coût amorti vers un référentiel d'évaluation basé sur une partie sur le marché, c'est-à-dire la juste valeur, mais la contrepartie, c'est-à-dire la plus ou moins value de réévaluation, elle est comptabilisée en capitaux propres. Les Other Comprehensive Income, qui est une rubrique des capitaux propres. Donc, ECL, c'est uniquement applicable pour ces deux catégories d'instruments financiers. Donc, l'expected credit loss qui va être présenté tout à l'heure par Ibrahima, il concerne uniquement les instruments financiers évalués au coût amorti et les instruments financiers évalués à la juste valeur par contrepartie OCI. Il n'est pas applicable pour cette partie-là. Il n'est pas applicable pour cette partie-là. Et c'est très important de donner une diligence particulière pour s'assurer des règles de classification avec toutes les pistes d'audit nécessaires, bien évidemment, pour argumenter la classification qui sera retenue. Donc, toute cette partie, elle concerne les instruments financiers de dette. Cette partie-là qui concerne les instruments financiers de capitaux propres, c'est-à-dire le portefeuille actions détenu au sein de la société de garantie potentiellement, l'évaluation, c'est une évaluation à la juste valeur. C'est-à-dire on doit évaluer à la juste valeur ce portefeuille d'actions et la plus ou moins value de cette réévaluation, de cette évaluation, elle est comptabilisée directement en résultat. Et la norme, elle a donné une option qui est irrévocable, on pourra changer de référentiel. C'est-à-dire on pourra évaluer cet instrument financier de capitaux propres d'equity à la juste valeur, mais la contrepartie en OCI non recyclable. C'est-à-dire, et en Tunisie, par exemple, la majorité des institutions, ils ont opté d'évaluer le portefeuille titre-action à la juste valeur, mais la contrepartie sera comptabilisée au niveau des capitaux propres. Là, pour éviter les règles de variabilité du compte de résultat, bien évidemment. Également, en Tunisie, malheureusement, le marché ou la maturité du marché en général ne nous permet pas d'appliquer les bonnes règles pour estimer la juste valeur. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'on va faire les réévaluations, on va utiliser le référentiel de juste valeur, mais la contrepartie de réévaluation sera stockée au niveau des capitaux propres, au niveau de la rubrique Other Comprehensive Income. Donc voilà les grands principes des règles de classification et d'évaluation. Ce qu'il faut retenir, on a deux blocs d'instruments financiers, un bloc pour les dettes et un bloc pour les capitaux propres. Le bloc pour les capitaux propres, il est très simple. On a un seul référentiel, c'est le référentiel de la juste valeur. Mais la contrepartie de la comptabilisation des plus ou moins values, elle va dépendre. Si on opte pour une comptabilisation dans les capitaux propres, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est-à-dire, si l'entreprise ou si la société elle a opté pour une comptabilisation de plus ou moins value de réévaluation des titres des capitaux propres au niveau de la rubrique OCI, elle ne peut pas revenir en arrière. Et l'année prochaine, par exemple, on va changer, on va dire que les plus ou moins values de réévaluation vont être comptabilisées au compte de résultat. Pour la partie dette, donc il y a les filtres, une première évaluation, une première analyse des flux de trésorerie attendus par rapport à ces instruments financiers. Et pour
l'analyse du flux de trésorerie, ça devrait être effectué instrument par instrument. Par contre, l'évaluation ou l'analyse du modèle économique pourrait être effectuée par catégorie de portefeuille. Donc ça, c'est une information très importante pour pouvoir s'assurer effectivement que l'instrument qu'on a au niveau de notre bilan, c'est un instrument financier basique. Donc là, il faut faire l'analyse instrument par instrument. Bien évidemment, dans la pratique, par exemple, pour une banque, on ne peut pas faire cet exercice pour tous les instruments de la banque. Donc on opte pour des règles de segmentation, d'analyse de portefeuille segmenté, de collecte des échantillons représentatifs de chaque type d'instrument financier. Et il y a des questions au niveau de l'annexe de l'IFRS 9. Il faut répondre à ces questions-là pour avoir une conclusion, enfin pour dire que est-ce que l'instrument, c'est un instrument SPPI basique ou non? Ce n'est pas un instrument qui répond aux règles de SPPI ou aux règles d'être un instrument basique. Et bien évidemment, je rappelle que ECL ou l'Expected Credit Loss concerne uniquement cette catégorie et cette catégorie. Voilà, ça c'est un autre tableau qui récapitule un petit peu le traitement des actifs passifs en IFRS 9 avec les règles de classification. On a les actifs au coût amorti et les actifs à la juste valeur par OCA et recyclables. Donc ces actifs instruments de dette sont classés en tant que tels si le test SPPI est validé. SPPI, on a dit que c'est un instrument basique dont les flux attendus, c'est un remboursement de principal plus un intérêt basique. Et le modèle de gestion, le premier, c'est un modèle de gestion de collecte, et le deuxième, c'est un modèle de gestion de collecte and sale. Et la deuxième catégorie des instruments financiers de dette, ce sont des actifs qui sont évalués à la juste valeur. Pour les passifs, généralement, on a deux règles. Soit les passifs qui sont évalués au coût amorti, c'est la quasi-majorité des institutions, des sociétés et des banques, ils optent pour cette règle de classification, c'est-à-dire que l'instrument financier il est comptabilisé à son coût amorti, on détermine son TE, on doit recalculer la redistribution des intérêts générés par rapport à ce passif-là. Il y a également les règles pour les passifs à la juste valeur, bien évidemment, si les conditions du passif financier sont là pour déterminer sa juste valeur. Donc voilà pour la partie classification. Voilà, je céderai la parole à mon associé Ibrahima pour présenter la partie dépréciation. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de présenter donc un sujet qui est assez intéressant et complexe aussi. Je pars de l'autre côté. Et complexe aussi parce que l'une des grandes évolutions de IFRS 9, c'est vraiment la dépréciation. C'est là où l'IASB a changé toute la philosophie d'appréciation du risque et de provisionnement des engagements. C'est un sujet que nous, on a commencé à travailler, pour tout vous dire, depuis 2014, parce qu'au niveau de l'IASB, la norme est rentrée en vigueur en 2018, mais les clients qu'on accompagnait, on a commencé à les aider depuis 2014. Pourquoi? Pour collecter les données, pour construire les modèles, pour les calibrer, afin d'être prêts en 2018. Alors en 2018, les modèles ont été mis en place, les provisions ont été calculées, et ensuite, à partir de ce moment-là, de 2018 à aujourd'hui, on est en train de travailler pour affiner ces modèles, pour les faire évoluer, parce qu'on entre dans une ère avec IFRS 9 de provisionnement avec les risques. Donc notre vision du risque va évoluer, notre maturité d'appréciation et de modélisation va évoluer, les données qu'on va collecter vont également évoluer, parce qu'avant, avec les normes, on n'avait pas besoin de collecter certaines données,
Et donc, vous comprenez bien que lorsqu'on met en place la première fois la norme, peut-être qu'on n'a pas toutes les données. Donc, on met en place la norme avec un certain nombre d'hypothèses et on met en place également un plan de collecte des données qui permettront de faire évoluer les calculs, les modèles pour les affiner au fur et à mesure. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de beaucoup travailler sur cette norme-là et d'accompagner nos clients dans l'évolution de leur modèle et l'optimisation des provisions. Qu'est-ce qui change vraiment? Alors, ce que je disais, c'est un changement de philosophie qui arrive avec IFRS 9. Ce que Borgen disait, c'était que lorsqu'on était en IAS 39, alors IAS 39, c'est la norme qui a précédé IFRS 9. Je peux parler d'IAS 39, tout comme je peux parler aussi des normes locales qui sont actuellement applicables dans les fonds de garantie ou les banques qui n'ont pas encore implémenté IFRS 9. On est sur des modèles de pertes avérées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on provisionne lorsque on a une perte qui est là, qui survient. On n'est pas dans un mode d'anticipation. Et on disait avant, on parlait, alors Borgen en avait parlé, c'était, avant ce qu'on faisait, c'était du too little et too late. On provisionnait peu et on provisionnait tard. Et donc ça met les institutions financières en risque de défaut. Et, comme je disais, les éléments déclencheurs du provisionnement lorsqu'on était en IAS 39 ou bien en normes locales, c'est l'occurrence d'événements de dépréciation du risque de crédit. Alors, c'est soit des difficultés financières du débiteur, on attend qu'il y ait des difficultés financières pour provisionner, il y a une rupture de contrat, il y a des retards de paiement. Donc, dès qu'on constate ces événements-là, on provisionne à ce moment. IFRS 9 dit on va changer de philosophie. On ne va pas attendre cette fois-ci que le risque soit avéré, il faut qu'on l'anticipe. Il faut qu'on ait une vision forward-looking. Donc l'anticiper, c'est quoi? Ça veut dire qu'avec IFRS 9, dès qu'on va octroyer un prêt ou bien octroyer une garantie, il faut provisionner. Donc on provisionne from day one. Et on provisionne même les contreparties qu'on estime non risquées. On estime que les contreparties ne sont pas risquées, elles sont saines en date d'aujourd'hui, mais IFRS 9 dit qu'il faut les provisionner. Il faut les provisionner parce qu'on est dans une vision forward, parce qu'on donne des garanties sur plusieurs années, et sur toutes ces années-là, il y a bien des probabilités d'occurrence d'événements de défaut. Donc il faut prendre en compte cela et les provisionner dès maintenant. Donc ça, c'est une vraie évolution d'IFRS 9, avec laquelle, alors, au départ, les gens avaient beaucoup de mal, parce que tout le monde se disait, mais pourquoi on va provisionner des contreparties qui sont saines, qu'on estime saines, garanties et tout ça. Mais on se dit, on est quand même dans du risque, et toute la science du risque, c'est d'essayer d'imaginer des choses peut-être qui sont même jamais arrivées. C'est ça la gestion des risques. C'est de se dire que, OK, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas de défaut ou je n'ai pas de signe de défaut, mais je ne suis pas à l'abri que du défaut survienne. Donc ce défaut, n'étant pas à l'abri que ce défaut survienne, je dois l'apprécier et je dois le provisionner. Donc ça, c'est la grande philosophie d'IFRS 17 et qui change complètement la manière dont on faisait avant, la manière dont on provisionnait. C'est la première chose. La deuxième chose qui change, c'est qu'on va aussi intégrer, là je vais le détailler plus tard, une appréciation relative. Relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va octroyer une garantie ou donner un crédit à une certaine date donnée. À cette date, on va apprécier le risque.
Et ensuite, dans notre gestion des risques, on doit pouvoir définir ou suivre une dégradation du risque de la contrepartie. Et cette dégradation du risque de la contrepartie, on doit, dans notre système de gestion de risque, définir c'est quoi une dégradation significative et augmenter d'un cran la provision, même si le défaut n'est pas encore là, même si les difficultés ne sont pas encore avérées, mais il faut qu'on puisse anticiper au maximum et augmenter graduellement le niveau de provision pour ne pas être surpris lorsque le défaut surviendra et être obligé de provisionner beaucoup tout de suite. Donc ça, c'est deux choses fondamentales qui changent avec IFRS 9. Donc IFRS 9 est vraiment au cœur de la gestion des risques. Et toutes les institutions qui ont mis en place IFRS 9 ont vu la culture risque en leur sein faire un bond considérable. C'est ça qui est extrêmement important. Alors là, c'est encore toujours la définition. Pardon? Ah, non, ok. C'est toujours la définition et qui est important. Alors, je vais essayer toujours de faire un vrai lien avec les fonds de garantie. Ce qui est nouveau également avec IFRS 9, c'est qu'on va provisionner le hors-bilan. Avant, le hors-bilan était quasi ignoré. On considérait quasiment qu'on n'avait pas, on avait des engagements, mais on ne les provisionnait pas. Maintenant, il faut considérer le hors-bilan et il faut le provisionner. Le hors-bilan, vous en avez, vous n'avez que ça. Voilà. Et il y a deux types. Donc, il y a les engagements de garantie. Après, pour les banques, il y a aussi tout ce qui est crédit revolving, où finalement, on met à disposition des montants que la contrepartie peut tirer, mais c'est en hors bilan. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On ne provisionnait pas tant qu'il n'y avait pas de tirage. Tant que le montant n'était pas tiré, n'était pas dans le bilan. Avec IFRS 9, ce qu'il faut faire pour ce type de crédit, il faut anticiper ou calculer une probabilité de tirage et dire en réalité, j'ai octroyé à mon client un crédit qui est hors bilan, qu'il peut tirer, admettons 100 000. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais j'estime qu'il pourra tirer 20%, 80% en fonction d'un historique que j'ai et ramener le hors bilan dans le bilan et le provisionner. Donc là aussi, ça permet vraiment de ne pas d'avoir une vision 360 degrés du risque, alors qu'avant, il y avait quand même des angles morts qu'on ne voyait pas et qu'on n'appréciait pas bien. Je vais introduire une notion ici qui est le provisionnement IFRS 9. Lorsqu'on parle de provisionnement IFRS 9, il y a la notion d'ECL. Alors ça, c'est un concept clé et nouveau dans IFRS 9. C'est l'expected credit loss. Donc on parle bien d'expected. D'accord? C'est une évaluation de la perte qu'on s'attend à avoir sur les engagements que nous avons. Donc, comme je disais, au bilan ou en hors bilan. C'est une évaluation qui est le produit de trois choses. D'accord? Je vous ramène à la formule qui est tout en bas, la dernière formule. Donc, l'ECL, c'est le produit de l'EAD, de la probabilité de défaut et de la LGD. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans cette formule? Ce qu'on dit, c'est que l'ECL, donc la perte, ce qu'on va provisionner, c'est l'EAD, c'est notre exposition aujourd'hui, les montants, les engagements qu'on a donnés, octroyés, ou bien les crédits qu'on a donnés, qu'on va multiplier par une probabilité de défaut de la contrepartie. Donc on a donné 100, on dit la probabilité de défaut, c'est 10%. Donc, on dit qu'on peut perdre 10%
des 100. Donc ça nous ramène, ça nous passe de 100 à 10. Ensuite, on rajoute une dernière composante qui est la LGD. La LGD, on se dit quand même, si notre contrepartie fait défaut, on ne va peut-être pas tout perdre. On a peut-être des sûretés, on peut recouvrir un certain montant. Donc cette composante-là, il faut la prendre en compte. Donc sur les 10 finalement, lorsqu'on fait EAD fois PD, il faut considérer les récupérations qu'on va avoir sur cette perte. Donc vous voyez, en fait, on est en train d'intégrer deux composantes essentielles de risque qui sont, quelle est la probabilité de défaut? Et celle-là, il faut la calculer selon votre historique et selon votre propre risque qu'il y a sur votre portefeuille. Et la LGD, il faut également calibrer. Donc on rentre maintenant dans des choses qui sont vraiment assez mathématiques, assez statistiques de modélisation. Il y a aussi un truc qui est important sur la probabilité de défaut, c'est qu'on doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est que la probabilité de défaut doit tenir compte aujourd'hui des éléments qu'on connaît. À partir de l'historique que nous avons, des observations qu'on a eues, de la situation actuelle de notre contrepartie, on apprécie sa probabilité de défaut. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va avoir une vision forward-looking. Ça aussi, c'est l'une des plus grandes complexités d'IFRS 9. C'est de se dire que, OK, on a octroyé un crédit sur 10 ans, mais sur les 10 prochaines années, la situation peut évoluer. Elle peut évoluer parce que le contexte macroéconomique, par exemple, a évolué. Parce qu'il y a eu la crise de Covid. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a l'inflation qui augmente. Parce que beaucoup de raisons qui font que sur la vie de notre crédit, on s'attend à ce qu'il y ait des événements macroéconomiques qui vont impacter la solvabilité de notre contrepartie. Et ces événements macroéconomiques, il faut les prendre en compte. C'est pour ça que la probabilité de défaut, elle doit être, pour reprendre un terme de la norme, point in time. Donc on regarde la réalité d'aujourd'hui et on regarde aussi forward-looking. Donc on va projeter cette probabilité de défaut en fonction des scénarios macroéconomiques qu'on s'attend à avoir dans le futur et les prendre en compte dans le calcul de notre ECL. Donc c'est aussi un sujet assez, disons assez compliqué parce que dans beaucoup de pays, généralement, on a beaucoup de difficultés à avoir des données macroéconomiques qui sont projetées. Et aussi, l'autre grande question, c'est comment est-ce qu'on peut lier la probabilité de défaut à des données macroéconomiques? Comment est-ce qu'on peut lier, comment est-ce qu'on peut dire que lorsque l'inflation augmente de 2%, comment est-ce que cela impacte la probabilité de défaut de mes contreparties? Là, on rentre dans de la vraie modélisation pour faire un lien entre ces variables macroéconomiques, chômage, croissance du PIB, inflation, toutes les variables macroéconomiques possibles, quel est leur impact sur la probabilité de défaut? Donc, on est vraiment dans une vraie appréciation du risque qui va se matérialiser donc dans l'expected credit loss. Alors, l'expected credit loss, je reviens juste avant, on va la calculer, on l'a dit, on va la calculer sur tous les crédits, toutes les contreparties, toutes les garanties qu'on a dans notre portefeuille et qui ont été bien classifiées, notamment au coût amorti. Donc la classification préalable va nous permettre de dire quels sont les titres ou les engagements que je mets en juste valeur ou bien que je mets au coût amorti. Donc on les identifie et sur les contreparties sur lesquelles il faut calculer un ECL, il faut le calculer dûment. Et ça,
il y a eu une courbe d'apprentissage qui a été assez importante pour toutes les institutions. C'est pour ça que je vous dis, sur les 10 dernières années, on a beaucoup travaillé là-dessus, et encore aujourd'hui, on travaille sur ces éléments. Parce que lorsqu'on va calibrer la PD et la LGD, tous les ans, il faut se dire, il faut backtester ces paramètres. Est-ce que les prévisions de probabilité de défaut que j'ai mises dans mon modèle, est-ce qu'elles sont en ligne avec le risque de mon portefeuille? Ce qui veut dire que tous les ans, il faut faire un backtesting, voir si les 10% de probabilité de défaut que j'avais prédit et mis dans mon modèle, est-ce que ça s'est vraiment réalisé? Sinon, est-ce que je dois ajuster? Est-ce que je dois passer de 10% à 5%? Ou bien est-ce que mon risque, c'est plutôt 15%? Donc, tous les ans, on observe notre portefeuille, on observe le risque, on observe l'évolution du risque sur notre portefeuille et on ajuste ces paramètres. Est-ce qu'en termes de récupération, on récupère exactement 50% ou 60% ou 40%? Est-ce que notre rythme de récupération évolue ou pas? Tous ces éléments doivent être revus, ajustés et pris en compte. Donc, ce qui fait que c'est un processus continu, et c'est pour ça que je disais, IFRS 9 a vraiment permis de ramener la gestion des risques au cœur. Et IFRS 9 a aussi fait évoluer même les modèles de tarification. Parce que lorsqu'on met en place IFRS 9, on se sert de ça pour tarifer nos crédits, pour tarifer nos engagements. Parce que tous ces paramètres-là, de probabilité de défaut et de LGD, c'est celle-là qu'il faut effectivement utiliser pour calibrer la marge de risque de crédit qu'on met dans le tarif, pour qu'on puisse tarifer et faire payer à chaque contrepartie la prime de risque qui est pertinente pour le risque que cette contrepartie représente. Alors, le calcul de l'ECL se fait aussi, comme on est sur le risque, et on parle de probabilité de défaut. Alors, un exemple que je vais vous donner, c'est que, admettons que vous donnez des crédits, alors vous êtes un fonds de garantie, et donc vous octroyez des garanties à des PME. D'accord? Sur les PME sont sur des secteurs qui sont différents, sont même peut-être de tailles différentes. Ou bien si je prends une banque octroie des crédits à du retail, à des PME, mais également à des grandes entreprises. La probabilité de défaut d'une grande entreprise n'est pas la même que la probabilité de défaut d'une PME, n'est pas la même que la probabilité de défaut d'un retail. La probabilité de défaut d'une grande entreprise qui travaille dans le secteur minier, dans une période où il y a une tension sur les mines, où il y a des baisses de cours des minéraux sur les marchés mondiaux, n'a pas la même probabilité de défaut qu'une société de téléphonie. Donc le calcul de la probabilité de défaut doit se faire dans ce qu'on appelle des groupes de risques homogènes ou des portefeuilles homogènes. Donc votre portefeuille de contrepartie, il faut le décomposer, le splitter en groupes de risques homogènes pour avoir une probabilité de défaut qui est pertinente, pour ne pas appliquer une probabilité de défaut de grande entreprise à un fonctionnaire. Cette notion aussi est importante et ça permet aussi, dans notre appréciation de risque, de bien distinguer notre portefeuille, de bien le splitter et de calculer la probabilité de défaut pertinente sur chaque population. Donc, généralement, on observe du retail, du corporate et du souverain. Aussi, parfois, lorsqu'on a assez de données, on peut distinguer du crédit immobilier, du crédit conso, du crédit revolving dans la calibration de notre probabilité de défaut. Donc ça aussi, ça veut dire que la finesse de calcul de l'ECL doit être pertinente. On doit avoir la PD et la LGD à la bonne maille. Donc, un fonds de garantie ne va pas avoir une PD, ni une LGD. On va avoir autant de PD et d'LGD que de portefeuilles homogènes.
On va avoir autant d'analyses forward-looking, donc d'impact des variables macroéconomiques sur la PD, qu'on a de PD et qu'on a donc de portefeuille. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un sujet assez intéressant, mais qui questionne toujours sur quel est le risque effectif qu'on a. Ça, c'est une notion importante. Je vous parlais à un moment de la relativité. Et je vous disais aussi une chose, c'était que lorsqu'on calcule le CL, on calcule le CL from day one. Le jour où on octroie un crédit, il faut avoir une provision en face de la contrepartie. La norme classifie tout notre portefeuille, ou nous demande de classifier tout notre portefeuille en 3 situations, qu'on appelle des buckets. D'accord? La situation 1, ce sont les crédits qui sont sains, les contreparties qu'on considère comme étant saines. Donc on dit qu'on n'a pas de risque, en tout cas on n'a pas de signe de défaut sur ces contreparties, on les considère comme étant saines. Maintenant, à partir de ce moment-là, on les observe. On va dire, ok, très bien. Comme on a une gestion continue du risque, on va regarder chaque contrepartie et on va essayer de capter s'il y a une dégradation significative du risque. Et là aussi, la norme ne dit pas ce que c'est qu'une dégradation significative de risque. Il faut que dans votre gestion des risques, vous définissez c'est quoi une dégradation significative de risque. Est-ce que c'est lorsque la contrepartie a eu un retard de paiement, 2 retards de paiement? Est-ce que c'est lorsque la probabilité de défaut a baissé? Est-ce que le rating de notre contrepartie a baissé? La question se pose de est-ce que vous avez des modèles de rating qui peuvent aussi être des prérequis? Est-ce qu'aujourd'hui, les fonds de garantie ont des systèmes de notation à jour qui permettent de noter dûment une contrepartie lorsqu'elles octroient une garantie? Et est-ce que cette note est mise à jour régulièrement? Parce qu'on pourrait définir cette dégradation significative comme étant une baisse, par exemple, d'un cran ou de 2 crans du nombre de notches. Une contrepartie était classée AA, elle passe B. Donc on peut dire, ok, très bien, la situation s'est dégradée, je dois passer la contrepartie en bucket 2 ou en situation 2. Et ensuite, il y a la situation 3 qui est là, la contrepartie est en défaut. Si elle est en défaut, on la met en bucket 3. Quelle est l'implication de cette classification? L'implication, c'est que plus le risque est important, plus on va provisionner. Lorsqu'on est sain, lorsque la contrepartie est saine, certes, on provisionne, mais on provisionne uniquement à 1 an. Ça veut dire que même si on a octroyé une garantie sur 10 ans, on essaie de voir juste le risque à 1 an. On provisionne 1 an. Par contre, lorsque la situation s'est dégradée, ou bien lorsqu'on est dans la situation 3, donc en défaut, il faut provisionner sur toute la durée de l'engagement. Parce qu'on a des signes de défaut. L'objectif du bucket 2, c'est de ne pas être surpris par le défaut. Normalement, lorsqu'on fait bien notre système de gestion des risques, on ne va jamais passer du sain au défaut. Parce qu'avant d'arriver au défaut, il faut qu'on ait une dégradation du risque, et cette dégradation du risque, il faut qu'on soit capable de l'apprécier et de provisionner. Donc on va provisionner graduellement jusqu'à arriver au défaut. Et donc on ne fait pas du too little, too late. On ajuste notre provisionnement au fur et à mesure que notre risque augmente. On a parlé de défaut. Alors là aussi, on le disait, la norme ne dit pas forcément ce que c'est que le défaut. Ça, c'est la même chose que ce qu'on avait présenté précédemment. La norme ne définit pas ce que c'est que le défaut. Les normes, ce qui est très intéressant dans les normes qui sont émises par l'IASB, c'est que les normes donnent des principes. Une fois que les principes sont donnés, il faut que
les institutions financières comprennent ces principes et les appliquent dans leur contexte. Ça aussi, c'est la vraie difficulté. Donc, par exemple, le défaut n'est pas défini. Donc, l'institution financière, vous devez définir ce que c'est que le défaut. Quand est-ce que vous considérez qu'une contrepartie est un défaut? Il y a des présomptions dans la norme. La norme va dire, par exemple, lorsque il y a un impayé de plus de 90 jours, on peut avoir une présomption que la contrepartie est un défaut. Mais c'est une présomption qui est réfutable. Ça veut dire que ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une prescription. Certains vont dire, ce n'est pas 90. Moi, en tant qu'institution financière, je considère qu'il y a défaut lorsque seulement il y a un retard de paiement de 120 jours, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment d'exigence et de prescription. Deuxièmement, vous êtes, là où je fais le lien avec les fonds de garantie, c'est quoi le défaut chez vous? C'est une question à se poser. Est-ce que c'est lorsqu'il y a un défaut à la banque, ou bien c'est lorsque la garantie est mise en jeu? C'est une vraie question. La norme ne dit pas ce qu'il faut faire, hein? Mais il faut que vous le définissiez. Dans votre modèle, dans le modèle d'indemnisation des fonds de garantie, on voit deux modèles généralement. On voit le loss sharing et on voit le joint and several guarantee. Le loss sharing, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une perte ou un défaut, parce que la garantie, vous l'octroyez à 80%, 60%, ainsi de suite, en fonction des spécificités de chacun, la garantie s'applique sur la perte nette. Donc, on demande à la banque de faire les recouvrements nécessaires. Admettons qu'il y a 100 d'engagement et qu'il y a une perte de 100 et que vous avez une garantie de 80%. En loss sharing, admettons que la banque arrive à récupérer 50. Donc, les 80% vont s'appliquer sur les 50. Donc, en réalité, vous n'allez rembourser ou la banque que 40. Ça, c'est le système loss sharing. Après, le système joint and several guarantee, lorsque c'est 100, il y a une perte de 100. La banque récupère 80 avec le fonds de garantie et fait jouer les garanties, les autres sûretés qu'elle a pour récupérer les 20. En fonction du mécanisme ou du modèle dans lequel vous êtes, la calibration des paramètres ne va pas être la même. Pourquoi? Par exemple, la LGD, si on prend la perte près défaut, lorsque vous êtes dans le profit and loss, vous êtes quand même assez lié avec la banque. Donc, ce n'est pas le fonds de garantie même qui va aller, par exemple, chercher à récupérer les montants perdus. C'est la banque qui les met. Donc, du coup, c'est la LGD de la banque qui est utilisée. Par contre, dans le joint and several, ce ne sera pas ça. Vous, les 80, dans mon exemple précédent, vous devez, si en tout cas il y a un mécanisme de récupération, vous devez mettre en place votre propre système de récupération des 80. Donc, en fonction du système dans lequel vous êtes, la calibration des paramètres n'est pas la même. Dans la dégradation significative, il y a aussi un vrai sujet parce que vous êtes un fonds de garantie, vous octroyez, la question se pose de est-ce que vous avez régulièrement une situation exacte de l'engagement? Est-ce que la banque vous remonte régulièrement le montant de l'EAD? Parce qu'il peut y avoir des paiements anticipés, il peut y avoir des retards de paiement qui fait que le rythme de remboursement n'est pas toujours le même. Donc, lorsque vous calculez votre CEL, est-ce que vous avez à chaque fois le montant exact de l'encours sur lequel vous êtes engagé? Première question de data. Deuxième question,
Est-ce que vous êtes au courant de l'évolution de la situation financière de la contrepartie? Est-ce que lorsqu'il y a un retard de paiement, est-ce que c'est remonté régulièrement? Si c'est mis en place, ces éléments vont vous aider à apprécier le risque. Si ce n'est pas mis en place, il faut les mettre en place pour avoir les données nécessaires, avoir une vision à jour et à date de l'évolution de vos engagements et du risque sous-jacent pour pouvoir calculer de façon pertinente votre provision. Donc, en termes de données, de collecte de données, il va y avoir un vrai impact sur les fonds de garantie qui ne collectent pas de façon régulière et n'ont pas de reporting régulier des banques sur la situation exacte des contreparties. Deuxièmement, si vous n'avez pas de système, alors la bonne pratique, c'est de mettre en place un système notation. Est-ce que des systèmes notation des crédits existent? Si ça n'existe pas, il faut mettre en place des systèmes notation à l'octroi. Mais il faut aussi mettre à jour ces systèmes de notation régulièrement pour pouvoir apprécier la dégradation du risque de crédit. D'accord, donc c'est pour juste finir sur le sujet, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas avec la mise en place d'IFRS 9, la probabilité, en tout cas les provisions vont augmenter par rapport à ce qu'on avait vu avant, ce que vous provisionniez avant, pour plusieurs raisons, parce qu'on provisionne les sains, parce qu'on met en place le forward-looking, parce que les expositions hors bilan sont prises en compte cette fois-ci de façon pertinente. Et donc, pour conclure juste un peu l'impact, ce qu'on a vu, c'est que finalement, l'impact a été à peu près en fonction des banques, entre 20%, 30%, 35%, 40% de provisions en plus avec le passage à IFRS 9. Donc c'est de façon assez synthétique, quelques points sur le calcul de l'ECL et en lien avec la spécificité des fonds de garantie. On pourrait passer 2 jours à parler de ça. Je vais m'arrêter là sur le sujet et je vais juste laisser Borgen conclure. Merci Ibrahima. Donc, comme vous l'avez pu le constater, que la formule de calcul elle est simple. Au niveau de la norme, on n'a pas prévu une formule de calcul pour dire que la provision, c'est le produit de la probabilité de défaut et de la perte en cas de défaut et l'exposition en cas de défaut avec un facteur d'actualisation potentiellement. Non, on n'a pas prévu ça, mais c'est les pratiques, c'est les paramètres, le projet de synergie entre le framework comptable et le framework prudentiel, la gestion des risques et la comptabilité pour effectivement modéliser les différents paramètres pour calculer un provisionnement IFRS 9 qui tient compte de le principe de la perte attendue, non pas la perte avérée. Donc, nous, on a essayé de récapituler un certain nombre de points que nous estimons intéressants et importants pour réussir un projet d'implémentation. Donc, on a dit que le projet implémentation IFRS en général, IFRS 9 en particulier, ce n'est pas un projet uniquement de la finance, ce n'est pas un projet uniquement comptable, c'est un projet qui va solliciter plusieurs expertises au sein de l'institution, au sein de la société de garantie, notamment l'équipe IT, l'équipe finance. Donc, un des premiers points, c'est le sponsoring de ce projet-là, c'est-à-dire le positionnement de ce projet comme étant un projet important avec la direction générale, avec le comité de pilotage, avec la gouvernance de l'institution. Donc ça, c'est un point fort, très important pour sensibiliser vos directions générales, votre gouvernance par rapport à ce principe, à l'application du norme IFRS, parce que ce n'est pas uniquement un changement comptable, ce n'est pas uniquement de présenter des états financiers avec une logique comptable, mais c'est un changement même dans la perception et de la comptabilisation de l'exposition au risque. Tant qu'on a une exposition au risque, on doit
provisionné, on a adapté nos bilans par rapport à cette exposition au risque, ne pas attendre effectivement la réalisation de la perte ou la mise en jeu, ou le jour de la mise en jeu de la garantie pour provisionner. Le deuxième point, c'est la disponibilité des données. Et ça, c'est un vrai enjeu majeur. On a travaillé pendant 3 ans avec les banques tunisiennes essentiellement, je donne toujours l'exemple tunisien, avec les sociétés de microfinance tunisiennes, et vraiment le sujet de la data, le sujet de la disponibilité des informations, c'est un enjeu majeur pour pouvoir calculer. Sinon, on va partir d'une approche relative vers une approche standard, vers une approche où on va appliquer les standards, les bonnes pratiques, c'est-à-dire les standards, que ce soit balois pour les différents paramètres. Donc, pour atteindre cette disponibilité de l'information, la première recommandation est de revoir peut-être vos différents reporting, vos modes de communication avec vos partenaires, quelle est l'information, les communiqués, est-ce que les communiqués attendent, quelles sont les différentes informations qu'il faut que vos partenaires vous les envoient pour pouvoir constituer votre base de données et faire les différents calculs et les différentes modélisations nécessaires. Deuxième point, c'est travailler dans l'anticipation, parce que c'est un projet qu'on avance, on peut revenir en arrière, on peut ajuster, on peut changer. Donc, travailler dans l'anticipation, notamment pour la partie de règles de première application. Également, l'importance de l'implication des directions fonctionnelles, notamment la finance, le risque et l'équipe informatique. Également, il faut une certaine gestion de projet, étant donné que c'est un projet qui est un peu lent, qui prend un peu de temps. Nous, avec la Banque centrale, on a travaillé pendant 3 ans, on a une nouvelle extension de 6 mois par rapport à ce projet. Donc, temporellement, c'est un projet qui prend un peu de temps. Donc, une composante de management de projet, je pense qu'elle est intéressante avec la mise en place des comités projets, comités de pilotage pour effectivement prendre les bonnes décisions à temps. Comme on l'a dit, le référentiel IFRS, il donne des principes, il donne plusieurs options. Et c'est effectivement, il faut une certaine implication des responsables ou de la gouvernance pour le choix de ces différentes hypothèses, de ces différents choix. Également, l'importance de communiquer sur l'enjeu de ce projet dans une optique que c'est un projet qui va améliorer nos systèmes d'information, qui va améliorer la communication financière de l'institution, qui va également améliorer notre perception et notre suivi des risques. Et finalement, bien évidemment, la formation des différents intervenants. Bien sûr, la formation avec des degrés différents, partant de la gouvernance, votre conseil d'administration, votre direction générale, pour être sensibilisé par rapport à ces points, et des formations techniques, bien évidemment, pour l'équipe risque, pour l'équipe finance. Il y a bien sûr, IFRS, il y a d'autres normes qui potentiellement qui nécessitent de retraitement par rapport au contexte, par rapport aux normes locales. Et là où je vais insister, c'est l'ESI, votre système d'information, et travailler sur la disponibilité de la data, des données, pour pouvoir effectivement constituer votre base de données et pouvoir modéliser les différents paramètres. Et on vous en remercie. Merci beaucoup, Borem, Ibrahima. Je crois que c'était vraiment passionnant, extrêmement pratique. En plus de la salle, on a atteint 45 participants en ligne, ce qui était visiblement un record pour une académie de MGN. Donc merci à vous. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avant la pause avec des questions et de pouvoir peut-être partager les préoccupations de certains. On peut prendre des questions de la salle, on peut aussi prendre des questions en ligne. Je commence par la salle. Bonjour, messieurs. J'aimerais bien savoir à quel moment est calculé le CL et qui sont les intervenants au niveau d'une société. Merci. Bon, le CL, c'est un calcul que devrait effectuer à chaque moment de la préparation des états financiers. Donc, pour la préparation du reporting comptable, généralement annuellement. Bien évidemment, si vos comptes sont présentés trimestriellement, donc si là, c'est un exercice effectivement de faire les mises à jour et les calculs nécessaires. Les différents intervenants, c'est une question très importante parce que
comme on l'a déjà présenté, ce n'est pas uniquement la finance, la comptabilité. Peut-être la finance, la comptabilité va récupérer le montant qui devrait être pris en charge au niveau des états financiers, mais je pense qu'il y a une forte implication des équipes risques, effectivement. L'échange entre la finance et le risque, c'est fortement recommandé. Également, l'implication de vos équipes IT, potentiellement, qui gèrent les bases de données, qui gèrent la gestion et le stockage des données. Toutes ces parties-là, prenantes, j'estime personnellement qu'il faut une forte synergie entre ces différents partenaires, ces différents départements pour pouvoir estimer, pour pouvoir calculer effectivement le montant qui devrait être présenté au niveau des états financiers. En réalité, la DSI extrait les données, voilà, les risques font les calculs de CL et la finance comptabilise. Mais tous ceux-ci doivent travailler parce qu'il y a des allers-retours, parce que lorsque les risques ont les données, ils les analysent aussi d'un point de vue risque, ils voient la cohérence des données, est-ce que l'extraction est exhaustive ou pas, ils font tout un tas de contrôles pour qualifier la donnée. Donc, il peut y avoir plusieurs allers-retours entre déjà le risque et la DSI. Ensuite, entre risque et finance, là aussi, il y a plusieurs allers-retours parce que lorsqu'il y a des évolutions de CL, la finance va se dire, mais moi, ça m'impacte, ça impacte mon truc. Expliquez-moi pourquoi est-ce que la provision est passée de 100 à 120 ? Est-ce que c'est le portefeuille qui a augmenté? Est-ce que c'est le risque qui a augmenté? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là aussi, il y a plusieurs allers-retours qui se font. Et généralement, voilà, quand le calcul est fait, il y a des comités qui sont mis en place également pour valider les hypothèses, parce que c'est des hypothèses structurantes. C'est-à-dire tous les ans, la bonne pratique, c'est qu'il y ait des comités de validation, des hypothèses et des résultats. On a changé notre LGD, on a changé la probabilité de défaut, il faut qu'il y ait un circuit de validation de ces paramètres structurants pour que toute la compagnie, jusqu'au top management, soit conscient de cette évolution. C'est là où je parle de cette évolution. C'est là où je parlais vraiment de culture de risque qu'on met en place. Donc, comité de validation des hypothèses pour qu'on apprécie l'évolution des hypothèses et ensuite comité de validation finale pour que tout le monde soit bien conscient des évolutions qu'il y a eu dans les calculs et des impacts que nous avons. Ma question, c'est par rapport à la composition de provisionnement sous l'FRS 9. Donc, l'FRS 9 a donné lieu à les trois buckets 1, 2 et 3. La première, elle est provisionnée suivant un expected loss à 12 mois. La deuxième et la troisième, c'est à maturité. Donc, lorsqu'on parle de maturité, de quelle maturité exactement? Est-ce que c'est la maturité de l'instrument en soi, ça veut dire la maturité résiduelle par rapport à la date de calcul, ou bien c'est une maturité qui est estimée plus sur une approche, disons, approche risque? ECL, c'est 3 moments de provisionnement. Stage 1, bucket 1, stage 2, stage 3. Le classement ou la classification de les différents instruments, ligne par ligne, bien évidemment. Hein, il faut faire attention que l'unité de compte en IFRS 9, c'est l'instrument. C'est ligne par ligne, non pas la contrepartie. Hein, donc là, il faut être très vigilant par rapport à ce point. Donc le stage 1, c'est vraiment une estimation de la probabilité de défaut sur les 12 prochains mois. Si on a une dégradation significative du risque de crédit, donc le risque il a augmenté, donc il faut changer, il faut stresser un petit peu les paramètres de calcul pour adapter un provisionnement par rapport au risque. La troisième étape, la troisième situation de provisionnement, c'est le défaut, elle est là. Le défaut, elle est là, donc probabilité de défaut, c'est 100%, donc il faut calculer, il y a plusieurs méthodes pour calculer voilà, l'estimation de défaut. Bien évidemment, pour chaque étape de provisionnement, il y a des règles pour la reconnaissance des produits ou des revenus ou des commissionnements par rapport à votre cas. Et voilà. Pour la maturité, bien évidemment, il faut
la maturité économique, c'est-à-dire la maturité qui tient compte d'un comportement, d'une étude comportementale. Dans la pratique, on a cette étude. Pour les banques, par exemple, généralement, l'information n'est pas très disponible, sauf pour les banques qui ont des structures ALM développées, qui ont travaillé sur les gaps actifs-passifs, sur la maturité des actifs et des passifs, pour prévoir, pour utiliser, recourir à ces maturités économiques. Sinon, bien évidemment, la maturité contractuelle. Mais tant que nous sommes dans une approche relative, si effectivement les équipes risques arrivent à justifier une maturité autre que la maturité contractuelle, et je pense que c'est la maturité qui doit être utilisée, étant donné que le système, c'est un système de provisionnement qui est très opérationnel. On a sorti de référentiel IFRS 9, l'IS 39, qui est un référentiel un peu rigide, vers un autre référentiel qui est très proche de l'activité opérationnelle. C'est une approche relative. C'est à vos équipes, effectivement, de faire toutes les modélisations adaptées au profil de risque de l'institution. Si vous me permettez, juste par rapport à cette maturité économique, est-ce qu'il y a un benchmark par rapport à cette maturité économique? C'est-à-dire, autrement dit, par rapport, je ne sais pas, au marché tunisien ou d'autres marchés, même un benchmark par rapport à ce qui est applicable aux banques européennes et voire d'autres. Est-ce qu'il y a vraiment un benchmark, soi-disant, opérationnel auquel on pourrait adopter au départ et par la suite calibrer, ajuster en fonction de l'évolution de l'activité? Merci. C'est une bonne question qui renvoie au niveau de maturité de l'exercice. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce projet et je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus les 10 prochaines années. Parce que lorsqu'on implémente une norme, et je l'avais dit au départ, on l'implémente dans un premier temps avec les données qu'on a, en faisant des hypothèses et en étant le plus pragmatique possible. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on rentre dans la sophistication. Donc encore aujourd'hui, la plupart des institutions financières sont sur la maturité contractuelle, parce que c'est le plus simple. Vraiment, en termes de benchmark, il y a peu d'institutions aujourd'hui qui vont vraiment aller sur une maturité qui est économique, qui est dans la calibration. D'accord? Mais c'est comme tous les autres paramètres. C'est comme la PD, la probabilité de défaut, je vous ai dit de la granularité. Au fur et à mesure de la maturité, on peut avoir de plus en plus de portefeuilles. Au départ, on peut être sur du retail où on modélise tout ensemble. Et puis après, on va faire, dans le retail, on va faire le crédit IMO, le conso, le revolving et tout ça. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compréhension de la norme, dans la collecte des données, on va pouvoir affiner les hypothèses. Le forward-looking aussi, par exemple. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment des escaliers de trucs. La plupart des institutions, jusqu'à aujourd'hui, ils n'appliquent le forward-looking, donc le lien entre les variables macroéconomiques, que sur la PD. Alors qu'en réalité, c'est aussi applicable à la LGD. Donc beaucoup d'institutions n'ont pas encore attaqué ce sujet-là. La LGD, elle n'est pas faite en tenant compte du forward-looking. Maintenant, le sujet est en train d'être traité. En France, beaucoup de banques ont mis en place la LGD en tenant compte du forward-looking. En Afrique, encore pas, j'en ai pas vu. Encore, vous voyez? Donc, pour répondre spécifiquement à la question sur la maturité, peu d'institutions se sont encore lancées à avoir une maturité économique. C'est vraiment la contractuelle qui est retenue. Et je pense que pour une mise en œuvre initiale, si les données ne se disposent pas, il faut surtout éviter de monter une usine à gaz. Au départ, il faut aller de façon pragmatique, maîtriser la norme, maîtriser les résultats, et puis au fur et à mesure, affiner
En tout cas, c'est un process de toute façon d'amélioration continue. Justement, Ibrahima, je veux insister effectivement sur cet exercice de montée en compétences graduelles pour atteindre effectivement un calcul qui se rapproche au maximum à la norme. Je donne l'exemple des banques tunisiennes, pas toutes les banques qui disposent de toutes les données disponibles, des systèmes d'information qui sont très sophistiqués pour pouvoir faire tous les calculs, tous les paramètres, bien évidemment. Donc, pour déjà commencer, il y a des bonnes pratiques, il y a des standards internationaux. Aujourd'hui, par exemple, l'un des paramètres qui a été compliqué pour la simulation, pour la modélisation, par exemple, le paramètre LGD. Les banques tunisiennes, elles ont trouvé du mal, des informations qui ne sont pas disponibles, avec un appareil juridique qui est un peu compliqué, des informations qui ne sont pas toutes disponibles pour pouvoir simuler ce paramètre-là. Donc, on n'a pas resté à ce stade. Donc, il y a des standards internationaux, il y a des normes prudentielles qu'on pourra les utiliser pour déjà monter un calcul, un premier calcul, et on affine en fonction de l'avancement du projet. Également, le paramètre forward-looking, à ma connaissance, on a 2-3 banques qui ont pu effectivement simuler cette composante au niveau de la probabilité de défaut. Et tout à l'heure, Ibrahim a dit que la norme, même, elle l'exige sur la LGD, étant donné que ça dépend d'une réalisation de garantie. Donc, l'environnement économique de la réalisation de cette garantie-là, il est important pour mesurer la perte en cas de défaut. Mais ça avance, il y a l'effet de maturité, l'effet d'apprentissage, le backtesting, sont tous des conseils, effectivement, pour aller et sophistiquer graduellement le dispositif de mesure de provisionnement ICL. C'est un exercice où il faut être très pragmatique. En fait, c'est pour ça qu'il faut avoir la vision actuelle et la vision cible. D'accord ? Quand vous implémentez aujourd'hui la norme, il faudra exploiter les données disponibles. Et il y a des données qui n'existeront pas. Par exemple, sur la probabilité de défaut, il y a beaucoup de banques qui n'avaient pas de système de notation déjà existant ou mis à jour. Donc, on est passé par un contournement pour utiliser des matrices de transition avec les retards, les impayés. Mais ce qu'on a recommandé, c'est OK, on peut mettre en place IFRS 9 avec cette approche. Par contre, la cible, c'est d'avoir un système de notation et de le mettre à jour. Donc, mettez en place un système de notation. Pour la LGD, vous ne collectez pas toute la donnée, mettez en place un process de collecte des données. Et lorsqu'on aura suffisamment de profondeur historique pour calibrer une LGD pertinente, on basculera sur l'approche qui est la plus fine. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment graduellement qu'il faut le mettre en place et s'engager dans un processus d'amélioration continue. Merci. Donc, pour ma part, c'est une question un peu d'ordre un peu plus stratégique, pas la technique au niveau de la norme. Donc, pour notre cas, par exemple, nous sommes soumis au plan comptable des établissements de crédit au Maroc, donc plan d'établissement assimilé. Mais en même temps, on fait partie des participations, portefeuille de participation de l'État qui a récemment annoncé qu'il compte bien sûr passer à une consolidation bien sûr de portefeuille en IFRS. Ça veut dire que nous allons certainement devoir faire cohabiter deux systèmes, le plan comptable qui est reconnu par l'administration fiscale, mais aussi l'IFRS pour pouvoir rendre compte à l'actionnaire. Et donc, la question, c'est est-ce que l'IFRS 9 serait le bon point de départ pour nous pour implémenter le dispositif IFRS, sachant que donc des instruments financiers et de dotations, ça représente pratiquement l'ensemble de notre bilan. Et deuxièmement, donc, quel serait un horizon temporel, disons, jugé raisonnable, tenant compte de l'existant, pour pouvoir lancer un tel projet. Alors, je connais très bien le sujet que vous évoquez parce que c'est nous qui accompagnons
justement les agences de l'État pour l'implémentation des IFRS, et tout le monde va y passer. Et donc, en fonction de... parce que quand on dit IFRS, il y a aussi plusieurs normes. Hein. Il y a tout un ensemble de normes. Donc, quand on dit passage aux IFRS, il faut voir, regarder toutes les normes auxquelles nous sommes soumis et les mettre en place. D'accord? Donc, pour vous, il y aura bien sûr IFRS 9. Vous serez... ça sera applicable. Il y aura IAS 19, par exemple, si vous avez des avantages au personnel. Il y aura tout un autre... Donc l'approche, dans un premier temps, c'est de faire un diagnostic et de dire que, premier point, quelles sont les normes qui sont applicables? IFRS 9, IAS 19, ainsi de suite. On met l'inventaire des normes applicables. D'accord? Après, en fonction du... Alors, la question du délai est une question compliquée. Parce que le délai dépend du point de départ. D'accord? Nous, dans notre expérience, il y a des institutions qu'on a accompagnées en 3 mois et d'autres qu'on a accompagnées en 2 ans. Pourquoi? Parce que collecter les données s'avérait un exercice extrêmement difficile. Moi, en ce moment, je suis en train d'implémenter la norme dans certains pays du continent. Ça fait au moins 8 mois qu'on est en train de se battre pour collecter les données. Donc, on n'est qu'à la phase collecte de données encore. Donc, le délai, le planning dépendra vraiment de la réalité de chaque institution. Est-ce que les données sont disponibles? Est-ce qu'elles sont de qualité? Est-ce qu'elles sont fiables? Ou bien, est-ce qu'il faut que vous les collectiez auprès des banques? Quel est ce système de reporting qui existe déjà? Qu'est-ce qu'elles vont partager avec vous? Ainsi de suite. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, et c'est vraiment la variable qu'on maîtrise peu dans l'implémentation de la norme. Et la démarche, c'est quoi? C'est de faire d'abord un diagnostic pour dire, 1, quelles sont les normes applicables? Deuxièmement, quand on est sur IFRS 9, quelle est la classification? Est-ce qu'on a des actifs au coût amorti à la juste valeur? En fonction de la classification, la complexité d'implémentation va être différente. Est-ce qu'on a IAS 19? Si on a IAS 19, est-ce qu'il y a des avantages au personnel compliqués à modéliser ou pas? Ou bien il n'y en a pas? Ou bien il y en a, mais c'est des avantages qui sont simples. Donc, en fonction de ça, la bonne pratique, c'est de faire un diagnostic, un gap analysis, dans un premier temps, pour dire, voici où je suis, voici la cible d'implémentation de la norme, et quel est le chemin à parcourir. Et ce gap analysis permettra de faire un diagnostic sur les données, sur les normes applicables, et sur les ressources que vous avez pour implémenter. Ressources internes que vous avez déjà pour implémenter. Quelles sont les personnes que vous allez mobiliser? Est-ce qu'elles sont mobilisables et disponibles ou pas? Est-ce que vous devez faire appel à des consultants? Donc ça donnera le planning, la feuille de route, aussi le budget. Donc c'est ça la bonne pratique. Avant de lancer un gap analysis et ensuite feuille de route d'implémentation qui pourra vous donner de façon précise le temps que ça prendra. Sur la synergie avec, ou la divergence avec l'administration fiscale, qui était, je pense, un de vos points. Bon, toujours il y a une divergence avec l'administration fiscale, étant donné que généralement dans nos pays, le calcul de l'impôt se fait sur une approche, c'est l'impôt exigible généralement. Hein. On paye un impôt exigible qui est calculé sur un résultat comptable ajusté pour des considérations fiscales. Mais avec les normes IFRS, là, on utilise ce qu'on appelle les impôts, l'actif ou le passif d'impôt différé. C'est-à-dire, tant qu'on a un événement comptable, une transaction, on doit associer à cette transaction-là, à cet événement comptable, ses conséquences fiscales potentiellement
ça pourrait avoir des conséquences sur la fiscalité. D'ailleurs, les exemples qui ont opté les normes IFRS, on a resté, pour les comptes locaux, on a resté avec le local, le gap local, c'est-à-dire pour distribuer des dividendes potentiellement pour payer l'impôt. Et pour appliquer l'IFRS, ça concernait les comptes consolidés, c'est le cas de la Tunisie également. Ça sur la question fiscale. Je reviens effectivement par rapport à votre question, comment planifier. D'ailleurs, l'un des points clés pour réussir le projet, c'est la composante management de projet. Là, il faut penser que le passage IFRS, c'est un projet qui devrait être géré. Il y a plusieurs intervenants, il y a des comités de pilotage, des comités de projet pour analyser. La première étape, c'est effectivement le gap analysis, c'est-à-dire le rapprochement rubrique par rubrique entre le rapprochement conceptuel, je dirais, entre ce qui est prévu par les normes IFRS, ce qui est déjà appliqué localement. Lorsqu'on va déterminer ce gap-là, on va analyser les impacts de collecte d'informations, les impacts sur les systèmes d'information potentiellement, les impacts financiers, est-ce que c'est prioritaire, est-ce que ce n'est pas prioritaire. Donc la composante gestion de projet, c'est une composante très intéressante pour réussir le projet. Bien évidemment, on va rester avec un dispositif comptable multigap. Également en Tunisie, c'est la même chose. Donc on a des systèmes qui, pour produire l'information en local gap et pour produire l'information en gap IFRS. Il y a ce que j'ai vu dans la pratique, que la majorité des institutions financières n'ont pas investi actuellement dans un système d'information comptable dédié aux IFRS. Par contre, investir dans un dispositif de calcul IFRS 9, oui, mais mettre en place tout un système d'information dédié pour la production de l'information comptable en IFRS, je n'ai pas vu actuellement, mais je pense pour les premières années d'apprentissage, c'est intéressant que des équipes de rester avec des états financiers en gap local et un tableau de passage pour passer des états financiers en normes locales vers des états financiers en IFRS. Demain, lorsqu'on a toutes les maturités nécessaires, on a maîtrisé tous les points de ce projet-là, peut-être on pourra aller à un investissement dans un système d'information dédié multigap. J'ai une question également. Vous avez évoqué le fait qu'un potentiel classement en non-performing loan dans la banque cliente n'entraînait pas nécessairement la classification en défaut. Pour les fonds de garantie, il y a vraiment deux spécificités. La première spécificité, c'est le fait qu'effectivement, une exposition peut être en défaut, en souffrance au sein de la banque, que la souffrance ne se traduit pas encore par un appel à garantie, d'une part, et après, un petit peu à l'image de l'assurance, que l'appel à garantie n'était pas forcément jugé payable ou payable en totalité par le fonds de garantie. Hier, on évoquait un chiffre de 5 à 10%, mais on sait que par expérience, dans d'autres fonds de garantie, ça va un peu plus loin que ça. Comment vous envisagez la question, au-delà du principe général que vous avez évoqué, comment vous envisagez, je vais dire, cette transition et finalement ce calcul de provision au moment des arrêtés? Dans le premier pas, je pense qu'attendre jusqu'à la réalisation de la perte pour provisionner, c'est trop tard. Ce n'est pas effectivement l'intérêt et l'objectif même de la norme IFRS 9. La norme IFRS 9 elle a introduit le principe de la comptabilisation de provisions en fonction de la dégradation significative du risque de crédit. Donc, si on a des informations auprès de nos partenaires ou de notre système de notation, que la contrepartie ou la relation, elle commence à avoir les premiers indices de dépréciation de perte, je pense que l'institution, là, elle pourra utiliser ces différentes informations pour modéliser la perte potentielle en fonction de ces informations-là. Même comptablement, si avec l'orthodoxie comptable, attendre jusqu'à l'exercice comptable de réalisation ou du paiement de l'indemnisation pour comptabiliser la perte, je pense que c'est trop tard et ne répond pas aux règles usuelles de la comptabilité, de rattachement
des charges au produit de séparation des exercices comptables. Dans cet exercice-là, on a un indice de dépréciation. Donc, c'est l'institution, bien évidemment, qui va définir quels sont les éléments pour dire qu'on a de sérieux risques de crédit. Donc là, il faut stresser le système de provisionnement, le système de calcul. La norme, elle a donné des indicateurs, de mémoire, 14 indicateurs. Il y a des critères de backstop qui utilisent les banques, une dépréciation au-delà de 30 jours, 30 jours d'arriéré, bien évidemment, 90 jours le défaut, mais c'est à l'institution, c'est les équipes risques pour effectivement déterminer quels sont les éléments pour dire que voilà, là on a un sérieux risque, donc on a une dégradation significative de risque. Là, il faut effectivement commencer à réfléchir sur le provisionnement et inclure évidemment le montant à payer ou le montant à récupérer des partenaires. Tout ça devrait être modélisé dans les paramètres de calcul. À mon avis, rester avec un provisionnement forfaitaire, attendre jusqu'à la réalisation de la perte, jusqu'à l'indemnisation, c'est trop tard, ce n'est pas l'objectif parce qu'on a un risque qui devient de plus en plus sérieux et significatif, et les bilans et les états financiers, on n'a pas assez de provisionnement. Donc, on a des risques qui ne sont pas provisionnés, d'où on a des bilans qui ne sont pas vraiment solides, qui ne tiennent pas d'une couverture par rapport à ces risques-là. D'ailleurs, d'où c'est qu'on encourage effectivement les sociétés de garantie de revoir leur système de reporting, de communication, de collecte d'informations auprès de différents partenaires, que ce soit banque, que ce soit leasing, que ce soit les sociétés d'investissement. Et en fonction de chaque type de contrepartie, là, il faut adapter, calibrer les informations à récupérer, la fréquence d'informations à récupérer pour pouvoir, dans quelle mesure, utiliser ces informations pour modéliser l'estimation au risque et le provisionner. Donc, on a un risque qui se dégrade, il faut provisionner. C'est ça l'idée. Et même cette idée-là, elle est inspirée d'un principe comptable qui est simple. Tous les comptables ici savent que l'une des conventions pour arrêter les états financiers, il faut respecter la séparation des exercices comptables. Il faut respecter le rattachement des charges de la provision par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport au produit d'exploitation. Oui, je pense que la réponse était très, très claire. Ce qui est clé, c'est que même dans la philosophie d'IFRS 9, et comme je le disais, c'était de provisionner from day one. Donc en réalité, même les sains, il faut les provisionner. Et il faut anticiper également au maximum. Donc il ne faut pas s'attendre ou attendre à ce que la garantie soit mise en jeu pour réagir. Il faut réagir avant. Mais pour réagir avant, il faut connaître le risque. Et pour connaître le risque, il faut avoir les données. Donc, il faut mettre en place un vrai système et la complexité des sociétés de garantie, c'est qu'elles ne sont pas directement en front avec les contreparties. Il y a l'intermédiaire bancaire et donc il faut mettre en place le système qu'il faut pour avoir une vision à jour de risque et avoir les remontées d'alerte. C'est la clé. Parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la pause. En tout cas, merci à vous et merci à tous les participants en ligne. À tout de suite, on se donne 15 minutes. Merci.